Merci, bonjour à tous. Merci à Antoine de m'avoir proposé d'intervenir sur un sujet que je ne connais pas. Donc ça va vous faire peur. Pourquoi je ne le connais pas? Parce qu'il est peu pratiqué. Je le connais un peu quand même, ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, on est dans une période, j'ai envie de dire même une ère, où il va falloir revisiter les outils juridiques et leur application se rapportant à la maîtrise et au devenir foncier face à la sobriété et face effectivement aux âmes. Donc là, je vous ai mis en photo, en introduction, une photo qui repense plutôt à 100% de la participation nette. Et le sujet, effectivement, il est empreint d'enjeux très significatifs. Juste un mot sur, je dirais pas mon parcours, mais j'ai un métier où on fait à peu près, on fait 10 métiers dans un. C'est-à-dire que si je me tiens aux questions foncières, ben, je suis né professionnellement avec des grosses opérations de ZAC. On n'en fait plus. Et on est passé du macro au micro, en quelque sorte. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'effectivement, et c'est en total lien avec le ZAN, c'est que nos périmètres de réflexion et d'intervention sont beaucoup plus réduits ce qu'ils étaient, et ça risque effectivement de s'amplifier. Donc, j'interviens, je suis basé à Nantes, dans le cabinet Cornet d'Assistance Figurel, où je dirige le secteur public, avec un gros pôle sur tout ce qui est question aménagement et urbanisme et foncier. À la fois sur les aspects conseils que sur les aspects contentieux, que ce soit sur les autorisations d'urbanisme et sur le foncier également, sur préemption, expropriation, je suis exemple rare, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est effectivement d'être assez classique dans cette présentation, définition du bail à construction, les aspects juridiques, les aspects financiers, un mode opératoire, prépare de l'une des expériences qu'on a conduites il y a beaucoup de temps sur le territoire de Cœur-d'Estuaire, parce que je dirais à date, je crois dans le département, mais n'hésitez pas surtout à compléter les propos par vos propres expériences. Sur une grosse opération, on avait fait 2 villages d'entreprise, La Follaine et Bois de la Noue, où effectivement l'un sur 24 hectares, l'autre sur 53 hectares, et la collectivité avait utilisé cet outil de bail à construction pour développer 2 villages d'entreprises ciblés, puisqu'il avait visé, destiné aux entreprises du secteur de l'éco-construction. Je pourrais vous dire un peu le mode opératoire qui avait été utilisé à l'époque et les raisons pour lesquelles la collectivité, alors qu'il n'y avait pas forcément une rarification foncière, dans ce secteur-là, on n'était pas forcément en secteur tendu. La collectivité qui est devenue Cœur-d'Estuaire, qui est devenue Loire-et-Sillon, si je ne me trompe pas, avait opéré ce choix. Hop, le temps que... Alors, ce que vous connaissez mieux, tous, vous, les développeurs, c'est effectivement, bon, 99% des cas, lorsque on fait une zone d'activité économique ou une opération d'aménagement, sauf lorsqu'on est propriétaire et qu'on a construit nous-mêmes nos locaux, et là on peut faire un bail commercial ou un bail civil, on procède à, je dirais, une cession du foncier, avec ou sans charge. On verra tout à l'heure ce qu'on appelle les clauses anti-spéculatives notamment. Bon. Et l'entreprise, je dirais, si elle a un problème de financement, on n'aime pas utiliser ses fonds propres pour les placer dans l'immobilier, elle va avoir un recours à un crédit bail. C'est le schéma, moi j'en connais pas d'autres, un schéma dominant, si vous voulez. Donc on vend soit du foncier, soit des droits à construire. Lorsqu'on est
dans une date, dans une opération d'aménagement, il y a un cahier des charges de cession, c'est l'outil le plus classique. Et la loi du 22 août 2021, climat et résilience, fixe un double objectif, divisé par deux, bon, c'est des choses que vous connaissez parfaitement bien, le rythme de consommation des espaces et atteindre d'ici 2050 une neutralité dans l'artificialisation. Bon. Donc, on a aujourd'hui une difficulté d'offre et de demande. Demande forte et une offre qui va être de plus en plus compliquée en raison de sa sobriété. Et face à la tension actuelle ou à venir, ça dépend sur quel territoire on se situe, on est obligé de réinterroger les politiques de commercialisation du foncier économique, c'est-à-dire plus forcément ne raisonner qu'avec le mode classique de cession. Et je dirais, la maîtrise foncière, elle se fait de deux façons. Si j'ai plus de foncier, j'exproprie. OK. Solution un peu compliquée. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était de Châteaubriand-Derval. Il y a eu un cas, alors on n'a pas été jusqu'à l'Expo parce qu'on a trouvé un accord amiable, pour ne pas la citer, c'était l'entreprise Kuhn, qui est un gros, vous le connaissez tous, hein, fabricant de matériel agricole, qui avait un besoin d'extension. Je pense que ça doit être la plus grosse entreprise de Châteaubriand. Il y en a une autre qui est assez importante, mais, et devait effectivement, sous peine, toujours la même chose, de se relocaliser sur un autre territoire, français ou ailleurs, je crois que c'est un groupe suisse, si ma mémoire est bonne, avait été voir le président maire de Châteaubriand en lui demandant, mais écoutez, j'ai besoin de tant d'hectares de l'autre côté de la voie, etc. Donc, face à cela, on a enclenché effectivement une procédure d'expropriation. Alors, avec toujours plein de débats, c'est caractériser l'utilité publique. Est-ce que je favorise, mais on a encore le débat aujourd'hui, est-ce que c'est un intérêt privé qui domine par rapport à l'intérêt public, puisque c'était véritablement, autant pour faire une ZAC, je n'ai pas de difficulté, une ZAC d'habitation de logement qui va intéresser plusieurs entreprises, plusieurs logements, mais là, j'avais d'emblée, je rentre dans le dossier, y a-t-il effectivement un intérêt public à exproprier pour, je dirais, acquérir du foncier et le revendre derrière à l'entreprise. Donc, c'était pas évident. On avait effectivement été jusqu'à l'enquête publique de la VP et le commissaire enquêteur s'est interrogé sur l'utilité publique et ça. Le préfet de contrôle de légalité s'interrogeait sur la question. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de droit, on est sur le bilan co-avantage de Ville de l'Est, un arrêt du Conseil d'État, et c'est pas évident. Donc, vous voyez, même quand vous utilisez cet outil pour effectivement favoriser un projet de développement économique, on sent que le chemin va être complexe, long et difficile. Et politiquement, toujours un peu délicat pour l'exécutif, parce que effectivement, là, on était sur du foncier, qui était agricole. Alors, on n'était pas en A, mais effectivement, il y avait une négociation à avoir avec les agriculteurs. Un accord a été trouvé, on a réussi c'est du fait du décès de la propriétaire. Voilà. Qui avait eu la bonne idée, pour la petite histoire, de consentir, c'était une donation au profit de la SPA, et la SPA était très favorable à pouvoir vendre pour récupérer. Donc voilà, bon, c'est la petite histoire. Ensuite, il y a une autre solution en maîtrise foncière, c'est l'exercice du droit de préemption. Mais ça, il est aléatoire. Le législateur du droit de préemption, contrairement à l'Expo, où c'est la collectivité qui prend l'initiative, en droit de préemption, ben, c'est le jour
où effectivement le propriétaire fait sa DIA. Contentieux, 9 décisions de préemption sur 10 annulées par le juge administratif. Donc quand je vous dis que c'est aléatoire, c'est aléatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit motivé par un projet préexistant à la décision de préemption. Donc, quand il y a 9 DA sur 10 qui n'a pas fait de canal. Il faut le savoir. Okay. Donc, il y a une autre voie, c'est effectivement, là, c'est acquérir du foncier, là, c'est conserver le foncier que je possède. C'est-à-dire ne plus céder son foncier. Je dis, mais encore faut-il en avoir pour ne pas Alors, je reviens. Ça, vous revenez là. C'est pour ça que l'expropriation, c'est pas si, ça a quand même certains avantages. Voilà. Alors, je ne suis pas aussi catégorique sur. Alors, mais c'est pas l'objet. Si je peux me permettre, j'ai pas été catégorique. C'est quoi, je replace le problème de l'expropriation. Je disais quelque part, c'est la solution extrême. L'expropriation est là face à un échec de négociation amiable. Même quand vous êtes aménageur, je ne sais pas, non, il n'y en a pas dans la salle, mais peut-être l'un d'entre vous a été aménageur dans une vie antérieure. L'objectif qu'on se fait lorsqu'on doit réaliser les actes, c'est de sortir avec 0 expropriation. C'est-à-dire de faire toutes les sessions à l'amiable. On y va pas à pas, avec des bons termes de référence. On commence par les bons, et puis on va montrer les bons prix au suivant. On va peut-être réajuster un petit peu, mais pour avoir fait quelques opérations d'aménagement, on se félicite toujours de ne pas utiliser cet outil qui effectivement impacte le calendrier quand même. Mais on le fait. Moi, quand je suis arrivé à Nantes en 98, mes premiers dossiers, c'était l'expropriation des bouts de trottoir du tramway, le tramway de la ligne 1. Donc, c'était avec Madame Overo, non? Voilà, exactement, qui ne doit plus être. Donc, c'était sujet. Mais effectivement, l'expropriation ne doit pas être un outil qui doit être totalement évincé, on est d'accord, mais ça reste quand même un petit peu la solution extrême, on va dire. Donc, effectivement, faut-il en avoir? Je suis d'accord avec vous du foncier, et qu'on n'en a pas, il faut aller le chercher en avisant ou à titre subsidiaire en quelque sorte par l'expro ou par le droit de préemption. Mais aujourd'hui, voilà. Donc, passer d'une logique de on conserve, excusez-moi l'expression, les bijoux de famille, et on va les mettre en exploitation, en commercialisation, sous la forme de baux de longue durée. Et parmi, je dirais, les baux de longue durée et qui sécurisent le preneur, il y en a deux. Il y en a deux, et c'est pour ça que peut-être j'ai tendu le terrain de jeu de l'intervention, parce que il faut toujours, et on le verra à la fin, comparer deux outils, qui est, alors, la cession, évidemment, mais le bail à construction, le bail amphithéotique. Bail amphithéotique, droit commun, bail amphithéotique administratif, qui sont, vous verrez, qui présentent des différences majeures. Le bail amphithéotique est un bail rural à la base. Je vais revenir dessus, mais on le pratiquait surtout dans le secteur rural. Par contre, en milieu, je dirais, urbain, mais pas que, depuis effectivement 1964, on pratique le bail dit à construction, qui tient finalement, et c'est l'avantage de cet outil, j'en ai fait l'extrait, le bail à construction, c'est ça. C'est 9 articles du Code de la construction et de l'habitation. Le bail amphithéotique, c'est un article dans le Code rural et de la pêche maritime. Donc, vous voyez, c'est des outils
quand j'ai ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de la liberté contractuelle. C'est un contrat qui est peu réglementé. Et si vous prenez le bail commercial, vous avez une trentaine d'articles législatifs et réglementaires dans le code de commerce. Et le bail d'habitation, pareil. Là, ça veut dire, n'oubliez pas, je vais vous dire beaucoup de choses, mais la chose qu'il ne faut pas oublier, je vais vous dire les limites du bail à construction, mais il y a avant tout la liberté contractuelle. Okay. Et ce bail à construction, il est défini finalement par l'article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation de façon très simple. Constitue un bail à construction, le bail par lequel le preneur s'engage à titre principal, ça veut dire c'est son obligation première en quelque sorte, à édifier des constructions. On verra ce que c'est édifier des constructions. Donc à réaliser des constructions. Sur le terrain du bailleur, il faut que pour consentir un bail de construction, le PCI ou la commune soit bien propriétaire. Hein, je ne le dis pas après, donc je le dis maintenant. C'est-à-dire que si moi, commune, je suis titulaire d'un bail à construction, je suis preneur, je ne peux pas moi-même consentir un sous-bail à construction, parce que je ne suis pas propriétaire du terrain. Mais c'est une question qui n'était pas simple. Là. Donc, les sous-baux à construction ou les sous-baux antiphitotiques n'existent pas en quelque sorte. Voilà. C'est important de le savoir. Et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée. Bon, ça, on va dire, c'est simple. Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner dans les mêmes conditions et formes, c'est-à-dire qu'il y a des droits réels, et donc c'est un acte authentique. Acte notarié ou administratif, on le verra après. Il est conclu, donc durée, 18 et 99 ans. Donc on verra comment effectivement déterminer ou fixer la durée contractuelle. Et il ne peut être prolongé par tacite reconduction. C'est un acte tellement important qu'effectivement, lorsqu'on veut le prolonger, on peut le prolonger, mais de façon expresse, il faut un acte dédié à la prolongation. Alors, qu'est-ce qui distingue, parce que je suis sûr que tous vous avez vu, vous avez pu pratiquer des baux amphithéotiques, ce qui distingue le bail amphithéotique et le bail à construction, c'est très peu de choses. J'ai envie de vous dire une seule, c'est que dans un bail amphithéotique, il n'y a pas d'obligation pour l'amphithéâtre de réaliser un ouvrage. Or, dans un bail à construction, s'engage à titre principal à réaliser un ouvrage. C'est un contrat de construction, le bail à construction. Le bail amphithéotique, la seule chose que ne peut pas faire le locataire, c'est de déprécier la valeur du fonds en détruisant des ouvrages qu'on lui remet. Il ne peut que les valoriser. Il n'est pas obligé de les valoriser. Il peut prendre les choses en l'état. Hein, après, effectivement, le bail à construction se distingue du bail commercial, lui qui porte sur je mets à disposition un fonds pour en assurer l'exploitation. Donc, l'objet du bail, c'est l'exploitation des locaux loués, ce qui n'est pas le cas du bail à construction. Le titulaire du bail à construction va lui-même consentir un bail commercial, un bail civil à un locataire, et le distingue de la vente en ce qui concerne uniquement un droit réel et pas un droit de propriété définitif sur le sol. Donc, je dirais, vous voyez, c'est un outil contractuel qui, au moins dans sa définition, présente beaucoup de simplicité. Le bail amphithéotique, vous avez pu le pratiquer. Alors, on a fait beaucoup de gendarmerie, on a fait beaucoup de palais tout ce qui était équipement, palais de justice, etc. C'était les lois LOPSI, l'objet des commissariats, soit AOT, soit bail amphithéotique, on en a pratiqué beaucoup. On a pratiqué beaucoup sur des équipements publics et on en pratique encore. Je ne sais pas s'il y a des personnes du Maine-et-Loire qui nous entendent, mais le stade Raymond Coppa
à Angers, le stade de foot, est sous bail amphithéotique consenti alors, par la ville, ce n'est pas un équipement métropolitain, au club de foot d'Angers, dont j'ai oublié le nom, alors c'est désolé, le SCO. Voilà. Hein. Donc voilà. L'hôtel Radisson à Nantes. Alors, on s'est posé la question, j'étais le conseil du département à l'époque, entre bail amphithéotique et bail à construction. L'hôtel Radisson à Nantes, concours organisé par le département de Loire-Atlantique, ça ne me rajeunit pas ce truc, ça doit être au moins il y a 12 ans, oui, 12-15 ans à peu près. Pour choisir un investisseur et un exploitant. Okay. Et alors là, on s'est vraiment posé la question. Les investisseurs souhaitent le bail en construction, je vous expliquerai pourquoi après. Et on est tombé sur le bail amphithéotique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de construction, justement. Il y avait de la simple réhabilitation. Il y avait des travaux de construction, destruction, construction, mais qui n'étaient pas assez conséquents pour aller chercher la qualification de bail à construction. Hein. Donc, par contre, on a fait un bail amphithéotique de droit commun, pas 1311 km. Alors, je reviens. Je dirais, je vais passer assez vite parce qu'on va décliner tous ces points après. C'est plus pour que vous ayez une base documentaire entre distinguo entre bail à construction et bail amphithéotique. Donc, vous voyez, bon, il y en a un qui tient dans un seul article, deux articles, je crois, dans le code rural, spécifique pour le bail amphithéotique administratif dans le code général des collectivités territoriales. Le bail à construction, je l'ai dit, durée, pareil, objet, je l'ai vu, pas d'obligation du preneur de réaliser les ouvrages. Alors, un point quand même très important. Est-il possible de faire un bail construction sur le domaine public? Alors, je dirais, on verra après, lorsque vous allez travailler un foncier bâti ou non bâti, parce qu'il peut y avoir des bois construction sur du bâti qui est destiné à être démoli ou réhabilité, puis avec des ouvrages à côté ou assez significatifs. La question de la domanialité, il faut toujours se la poser. Vous avez toujours un ancien atelier technique de services municipaux à rénover. C'est du vécu, hein, que je vous dis. Hein. C'est que, effectivement, lorsque vous avez un atelier d'anciens services techniques de services communautaires ou municipaux, ben, vous avez de la domanialité publique là-dedans. Donc, il faut prendre le soin, si vous souhaitez faire un bail à construction, de toute façon, le notaire, il regardera. C'est de s'assurer qu'il y a déclassement, désaffectation et déclassement, hein, pour le sortir du domaine public et rendre possible le bail à construction. Alors, je suis un peu embêté par cette question parce que j'ai vu de la jurisprudence qui, effectivement, avait admis la possibilité de faire un bail à construction sur le domaine public. J'ai un sujet comme ça avec l'école centrale en ce moment, où l'État, qui est propriétaire de cet grand foncier où est l'école centrale de Nantes, pour faire une résidence universitaire, une troisième résidence universitaire. Alors, pour vous dire, des fois, on découvre des choses. J'ai vu sur le même assiette foncier, la même assiette foncière, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et un bail amphithéotique, droit privé. Ce n'est pas possible sur le domaine public. Donc, voilà, donc ils ne savent plus trop où ils habitent, je pense, dans tous les sens du terme. Donc, non, tout ça pour dire que le bail à construction, il faut partir du principe que c'est du domaine privé. Donc, quand vous avez un foncier, de toute façon, lorsque vous faites votre étude documentaire et historique du foncier, il faut voir si à un moment donné, il y a eu une activité de service public dessus. Et je dirais même, si vous avez un doute, vous pouvez toujours constater qu'il n'y a plus rien et prendre une décision en tant que de besoin de déclassement pour totalement clarifier la question et le statut de domanialité. Donc, la différence, c'est que le bail amphithéotique administratif, mais aussi de droit commun, on peut le faire sur le domaine public. Alors, attention sur ce que je viens de dire. Sur le bail amphithéotique, il y a deux régimes.
il y a celui-ci et il y a celui-ci. La Cour de cassation, dans un arrêt très récent, du 15 juin 2023, alors c'est très intéressant parce que vous allez voir, le bail emphytéotique permet, de la part du bailleur, qui est la collectivité, d'exercer un contrôle beaucoup plus étroit que le bail à construction. Donc, moi, si j'étais collectivité territoriale ou PCI aujourd'hui, et si je souhaite véritablement, sur le long terme, avoir un contrôle du bâti, ce n'est pas un bail à construction que je ferai, c'est plutôt un bail emphytéotique administratif, même si c'est sur du domaine privé. Pourquoi? Parce que le bail emphytéotique administratif peut se faire tant sur le domaine public que sur le domaine privé. Et, qui plus est, la Cour de cassation vient de dire que lorsque j'octroie un bail emphytéotique et qui a une vocation, je dirais, de politique publique et qui est marqué d'un fort intérêt général, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire un bail emphytéotique administratif. Et ils ont requalifié d'un bail administratif de droit commun en bail emphytéotique administratif. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ils ont requalifié de bail emphytéotique de droit commun, c'est-à-dire celui-ci, en BEA, c'est-à-dire celui-ci, un bail qui était pour construire, je crois que c'était un ouvrage hydraulique, quelque chose comme ça. Et donc, aujourd'hui, quelque part, l'avantage du bail emphytéotique administratif, c'est qu'il vous donne un pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général, il vous donne un contrôle sur le changement du preneur, que ne vous donne pas le bail à construction, j'y reviendrai tout à l'heure, sur le contrôle de l'activité, etc. Donc, c'est pour ça que j'aurais dû mettre dans mon titre bail à construction, mais vous allez voir, je vais revenir sur ces sujets. Donc, la nature du contrat. Alors, dans les deux cas, vous êtes titulaire de droit réel. Je vais y revenir, c'est-à-dire vous êtes pendant toute la durée du bail propriétaire des constructions que vous réalisez en application du bail. Vous avez le preneur et à la quasi-totalité des droits et attributions du propriétaire. Il peut faire des hypothèques, il peut consentir tout type de baux, il peut naturellement il peut déposer des autorisations d'urbanisme dans n'importe quel bail, il peut céder son droit au bail. Et on va revenir sur cette question. Et là, je dirais, bail emphytéotique commun et bail à construction, c'est à peu près les mêmes droits réels. Et notamment, les droits réels sont librement cessibles. Ça veut dire quoi? C'est que moi, je suis titulaire d'un bail à construction, je suis une entreprise de peinture, okay, je peux très bien céder mon bail à construction à un Chinois qui fait de la peinture. Et je n'ai pas le droit, moi, bailleur public, de m'opposer. Ou à une entreprise qui va venir concurrencer une autre entreprise locale. Moi, bailleur public, je n'ai pas le droit de m'opposer. Je n'ai pas le droit de m'opposer non plus à un changement de contrôle du preneur, changement d'actionnaire. Parce qu'un bail, ça se rachète de toute façon, soit c'est une novation, c'est un transfert, soit je rachète les parts de la société titulaire du bail. Je n'ai pas le droit de regard là-dessus. Ça, c'est un point fondamental. Le seul cas où je peux avoir un droit de regard, c'est lorsque je fais un bail emphytéotique administratif. Donc, je remets ça sur le côté. Alors, par contre, dans les deux cas, au même titre qu'un bail commercial, je peux dire que, effectivement, l'activité dans les locaux qui seront construits en application du bail à construction ou du bail emphytéotique est celle-ci, atelier de peinture, atelier d'éco-peinture même si vous souhaitez, et activité annexe. Donc, vous allez pouvoir contrôler non pas la qualité du preneur, mais vous allez quand même pouvoir contrôler
effectivement le type d'activité dans lequel le type d'activité exercé dans les locaux loués. Mais il faut le prévoir expressément. Cession, j'en ai dit un mot tout à l'heure et de toute façon, je reviendrai. Redevance et loyer, la jurisprudence vous dit que ça peut être modique, mais je reviendrai ici. La jurisprudence vous dit qu'ici, ça doit être substantiel. Okay. Sort des constructions, bail emphytéotique, retour gratuit à la collectivité, bail à construction, je vais vous parler des bois à construction à l'envers. Le passe foncier pour ceux qui l'ont pratiqué. Okay. C'est-à-dire que le preneur devient propriétaire du foncier au terme du bail, ce qui était prévu dans les deux opérations que j'ai citées tout à l'heure, Bois de Lanoux et La Fresne. Alors, alternativement, je dirais à la cession, bail à construction et bail emphytéotique ont pour effectivement avantage d'être un outil, je dirais, de valorisation financière pour les collectivités, mais moindre par rapport à une cession. Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle effectivement de village entreprise ou avec bail à construction, ce n'est pas tout à fait la même chose de l'exemple, je dirais, tout à fait singulier et unique du palais de justice, de l'ancien palais de justice, où est installé effectivement le Radisson. Alors, effectivement, par rapport, je dirais, à une AOT, à une autorisation d'occupation du domaine public, effectivement, c'est un type qui n'est pas précaire. C'est-à-dire, sauf lorsque c'est encore un bail emphytéotique administratif, c'est-à-dire que le bailleur public, la collectivité, ne pourra pas, pour un oui ou pour un non, décider pour un motif d'intérêt général, qui est interprété quand même de façon très large par le juge administratif, mettre un terme à la relation contractuelle, moyennant indemnité naturellement. Hein. Et lorsque, je dirais, le titulaire, l'entreprise, titulaire du bail à construction, veut lever des fonds pour financer sa construction, le prêteur, le prêteur va regarder la solidité du titre dont dispose et l'absence de précarité du titre dont dispose effectivement le titulaire du bail à construction. Alors, ça, je dirais, on est côté collectivité. Côté entreprise, elle, l'avantage qu'elle peut y voir, c'est de ne pas intégrer dans son plan de financement le coût d'acquisition du foncier. Bon. Après, dans la colonne négative, c'est qu'à terme, elle n'est pas propriétaire, sauf si effectivement il y a une option d'achat ou le bail à construction à l'envers. Bon. Donc, et après, je dirais, c'est quoi le réflexe d'une entreprise, alors je me trompe peut-être, hein, n'hésitez pas à me corriger, lorsqu'elle souhaite investir dans l'immobilier et qu'elle ne veut pas consommer ses fonds propres. La première solution qu'elle va chercher, c'est plutôt une solution de crédit-bail immobilier, où, à terme, elle sera, moyennant un prix qui peut être à l'euro si les loyers versés au crédit bailleur ont permis de couvrir l'amortissement, peut-être à l'euro symbolique ou un prix qui est fixé dans le crédit bail. C'est, je dirais, probablement la première piste que va essayer de mettre en place l'entreprise, si effectivement elle n'a pas de fonds propres. Mais face à la position de la collectivité qui souhaite ne pas vendre, conserver son foncier, elle n'aura d'autre choix de rentrer dans ce système si elle veut véritablement ce foncier. Avec le cas échéant, la possibilité pour l'entreprise d'acheter
s'il y a une option d'achat, mais là, la collectivité sera tenue de vendre ou d'acheter s'il y a ce qu'on appelle, on le verra, un pacte de préférence dans l'hypothèse où le PCI ou la commune, on va parler du PCI hein, sur l'immobilier d'entreprise, le PCI souhaite vendre, elle doit, même chose lorsque vous êtes locataire d'un immeuble à usage d'habitation, vous devez d'abord proposer la vente à l'entreprise titulaire du bail à construction. Donc voilà, de façon brossée. Hop. Alors, en synthèse, du choix de l'outil contractuel, mais je vais y revenir, c'est, on l'a vu, le bail emphytéotique administratif devrait être privilégié pour renforcer les droits du bailleur public, autorisation préalable de possession, hypothèque limitée, oui, j'y reviendrai, on peut effectivement hypothéquer que pour garantir les emprunts en bail emphytéotique administratif souscrits par l'entreprise pour financer l'ouvrage. Or, dans un bail à construction classique, vous pouvez très bien constituer une hypothèque pour garantir un prêt consacré à la réalisation d'un autre bâtiment. Et... Hervé, est-ce que le partage fonctionne? Oui, oui. Restez déconnecté. J'en profite de ce problème technique pour savoir si, au moins dans la salle, il y a des questions d'ores et déjà, des... Pour rentrer dans le vif du sujet. C'est la voix. Non. Vous me dites, Antoine, si je peux. Ouais. Si je poursuis ou pas. Oui, je pensais que le BEA il était obligatoirement lié à un objet d'intérêt général qui ne permettait pas de faire ce type de mot pour qu'une entreprise. Alors, c'est collectif, on a plus alors, moi là-dessus, doctrine administrative jurisprudence, ça c'est ouvert. Et pour moi, si vous agissez, c'est à votre titre de politique publique, de développement économique. À ce titre-là. Si le développement économique n'est pas une activité d'intérêt général, compétence, je dirais, immobilier d'entreprise reconnue par les articles L, 3000, je ne sais plus combien, du CGCT, etc. Donc, je n'ai pas de sujet. Si c'est pour faire effectivement une opération immobilière ou financière donnée, là, je suis d'accord. Il faudra faire bail emphytéotique simple ou bail à construction. Mais effectivement, le premier alinéa de l'article 1311-2 vous dit qu'on consent un bail emphytéotique dans l'exercice d'une activité présentant un caractère d'intérêt général pour le bailleur. Vous avez parfaitement raison, j'aurais dû commencer par ça. Mais je n'ai pas trop de sujets par rapport à ça, si vous voulez. Si effectivement, votre bail emphytéotique administratif s'inscrit dans l'optique de faire venir les entreprises sur le territoire et attacher effectivement. Alors, si c'est pour faire du bail emphytéotique, pour faire un privé lambda, oui, je suis d'accord avec vous, on ne fera pas de BEA. Là, je suis vraiment sur l'immobilier d'entreprise. Hein. D'accord. Mais vous avez tout à fait raison. C'est une question des questions là, non? Mais je profitais de la petite pause. Ouais. Surtout pour voir s'il n'y a pas des questions de poser. Ouais, alors, je vais peut-être leur dire qu'ils les posent par. Oui. Par message. Par message, conversation. Bienvenue, merci. Ok, d'accord, bienvenue. Bon, bonjour à tous, d'accord. Ok, pour l'instant, Une première question, Antoine, de Sébastien Guimard. Oui. Oui, je vous entends très bien. J'ai une question. Est-ce que tu peux la... Alors, la construction permet de conserver la propriété du foncier, mais je n'ai pas compris en quoi c'est un outil de sobriété foncière, puisqu'à la fin, le terrain est bien artificialisé.
Ah oui, alors ça c'est effectivement, alors on va dire que c'est une question. Qui veut y répondre? Sur la logique, je suis assez d'accord. Oui. Le fait est que ça permet quand même de gérer les activités sur la durée, s'assurer que le terrain est mobilisé parce qu'il y a une activité réelle avec de la production, des salariés dessus, et qu'il y a des clauses qui sont possibles, que s'il n'y a plus d'activité, on récupère le terrain. Donc finalement, ça sert à mobiliser le terrain à un moindre coût pour le redonner à une activité. Évidemment, si on réfléchit vraiment sur la perméabilisation, de toute façon… C'est un outil de gestion dans le cadre d'une rareté. Voilà. Je vais avoir une réponse, je dirais, trop facile également, j'en suis désolé, mais le bail à construction, ça ne se fait pas uniquement sur des champs de patates, quoi. Oui. Hein, donc, ça peut se faire effectivement sur une friche industrielle que l'on va existante, que l'on va démolir partiellement ou totalement. La seule obligation, c'est qu'effectivement, il y ait véritablement l'édification d'un ouvrage. Et je dirais principalement, donc si j'ai un bâti de 3000 mètres carrés, bon, dit simplement, il faudrait que j'en détruise 1500 et en construire 1500. Alors, c'est au cas par cas, évidemment, on regarde par rapport au bilan d'opération, les coûts, la nature des surfaces, etc. Mais voilà. Et puis ça peut s'appliquer aussi en renouvellement d'activité. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et qui permet en fait de lancer une filière choisie aussi exactement. Par la collectivité. Ok. Donc, par contre, on voit que ces outils, et notamment le bail emphytéotique administratif, qui est plus contraignant, mais peut avoir un impact. Mais le loyer d'un bail contraignant est plus faible que celui d'un bail non contraignant. Hein? Donc, tout ça est à poser. Et puis, effectivement, lorsque vous avez un bail emphytéotique administratif qui donne un pouvoir de résiliation pour la personne publique, ben, le prêteur peut être un peu plus vigilant. Et au lieu d'avoir un taux de 4, il va faire un taux de 4,5. Hein? Donc, il va augmenter sa marge. Pour la marge étant normalement la traduction du risque. Hein? Voilà, est calculée en fonction de la traduction du risque. Voilà. Non, on continue sur moi. Par contre, je ne verrai pas les questions, mais c'est pas grave. Non, mais je veux dire à Hervé, je nous informe quand il y a une question. D'accord, ok. Alors, là, je vais faire, je dirais, de l'anticipation sur ce qui peut nous attendre. C'est la première question avant de conclure un bail à construction. Alors, la question peut peut-être vous étonner. Ouais. C'est dès qu'on t'appelle, je pense, Antoine. Oui. Je ne sais pas comment l'utiliser de cette façon. Ça serait bien la vidéo avec ma tête. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, je continue. Mon propos va être un peu plus large que le bail à construction, mais je pense qu'il faut vraiment, même ce que je vais dire, ça peut valoir également pour les cessions. Okay. C'est vous faire un point d'actualité jurisprudentielle et de droit positif sur est-ce que je peux, moi, collectivité, céder ou consentir librement un bail en construction à qui je veux. Donc, d'ailleurs, remarquez que s'agissant du foncier de l'État ou du bâti de l'État, l'État, personne morale, il est obligé de faire une procédure d'adjudication. Vous voyez les ventes des domaines. Okay. Pour les vieux, c'est-à-dire ceux qui sont de la loi Sapin de 93, fut un temps, ça n'a pas duré longtemps parce que les collectivités territoriales sont montées au créneau. C'est que la loi Sapin 1, pour la 2, la 3, la 1, du 29 janvier 1993, prévoyait une obligation pour les collectivités territoriales d'organiser une procédure de mise en concurrence pour céder leur foncier. Ça aurait été tendu, effectivement. Ça a été abrogé.
Et ça l'est toujours. Donc, en l'état du droit positif, confirmé récemment, j'y reviendrai tout à l'heure, par le Conseil d'État dans 2 décisions du 22 décembre 2022, donc il y a un an, il n'y a pas d'obligation d'organiser. Alors, j'ai mis procédure sélective préalable. C'est l'expression que l'on a pour l'octroi des autorisations d'occupation de domaine public. Puisqu'il y a une obligation lorsque je donne un titre, un bail, pour exercer une activité économique, lorsque je suis sur le domaine public. C'est prévu dans le Code général de la propriété des personnes publiques, CG3P. Vous donnez, le Grand Port Maritime donne une AOT à Point P ou à IDEA sur son domaine public, il est obligé d'organiser une procédure de mise en concurrence. Alors, il y a des distances, etc. Mais voilà, c'est le principe qui est issu du droit européen. Alors, ce n'est pas une mise en concurrence code des marchés publics. Hein. Cette mise en concurrence, elle est là pour prévenir une atteinte sur un marché concurrentiel, ne pas favoriser un opérateur par rapport à un autre. Okay. Et donc, je mets les opérateurs sur un pied d'égalité et ils vont pouvoir se porter candidats à la location d'un foncier. Ils n'auront pas la concurrence. Ça, vous l'avez dans le domaine public pour les titres d'occupation et vous ne l'avez pas, ça n'a pas été étendu aux dépendances du domaine privé. Ben, la construction, nécessairement domaine privé. Donc, en l'état du droit, je vais mettre quelques réserves. Vous pouvez décider de consentir un bail à construction à l'entreprise vendéenne Merceron sans qu'il soit besoin d'organiser une procédure de consultation. Okay. Absence d'obligation légale. Je vais revenir sur tout ça. La jurisprudence la plus récente, c'est-à-dire que j'ai cité, a confirmé l'absence. Alors, je vais vous donner, pour vous dire comment le Conseil d'État a ouvert quand même un peu les vannes, et je dirais un peu en décalage par rapport à la jurisprudence européenne. Il s'agissait du Grand Palais de l'hôtel de Biarritz. Pour ceux qui connaissent Biarritz, c'est le palais Génivre, hein, qui est sur la falaise. Ils ont consenti un bail amphithéotique, c'était un bail amphithéotique administratif, mais qui était du domaine privé. Okay. Sans mise en concurrence à une société composée d'un Qatari, c'était une SEM, mais un Qatari qui avait pris une participation dans une SEM. Et le Conseil d'État, alors il y a eu tout le débat, je ne reviens pas sur la jurisprudence pour ça, a dit qu'effectivement, à date, il n'y a pas d'obligation de consentir, d'obligation de mise en concurrence pour consentir un bail à construction ou un bail amphithéotique administratif. Alors, d'abord, je reviens à ma question essentielle. Pour bénéficier de cette dispense en quelque sorte de mise en concurrence, qui légalement n'existe pas, mais il faut bien regarder si c'est du domaine privé. Okay. Naturellement, et je reviens mais je vais revenir de façon plus concrète quand même sur des sujets d'entreprise, la collectivité peut décider librement ou volontairement d'organiser une mise en concurrence. Alors, il peut y avoir un intérêt. Par exemple, pour Allison, ils ont fait une mise en concurrence. Ils n'étaient pas tenus de le faire, ça avait été déclassé, etc. Mais ça peut avoir, je dirais, avantages et inconvénients. C'est que, effectivement, souvent, lorsque je suis sur ce type, on parlait avec vous d'une entreprise sur la ZAC du PCI, je me vois mal organiser une mise en concurrence pour octroyer le bail à la construction dont... Voilà, hein, parce que l'entreprise travaille depuis au moins 3 ans facile sur ce foncier-là, qu'il y a des discussions entre le PCI et cette entreprise-là, et je vais lui dire, écoute, on a un problème, notre avocat nous dit qu'il faut une mise en concurrence, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais on est obligé de l'organiser. Évidemment, on ne va pas se mettre dans ce schéma-là. On va profiter de la position de la jurisprudence qui dit bail à construction, en l'état, pas de mise en concurrence. Donc,
L'inconvénient de la mise en concurrence, c'est effectivement faire de l'hypocrisie en quelque sorte. Bon. Donc, après, l'avantage que ça peut avoir, c'est effectivement, lorsqu'il n'y a pas une entreprise forcément ciblée, c'est que, il y a les bienfaits d'une mise en compétition, c'est-à-dire de recenser sur le marché plusieurs projets et d'être mieux en mesure d'appréhender un projet en adéquation avec les attentes de la collectivité territoriale. Une mise en concurrence, c'est ça, c'est faire rejoindre un besoin exprimé par la collectivité territoriale et une proposition industrielle, technique, financière, etc. Ça n'a pas lieu de autre chose. L'autre chose qui pourrait être intéressante, c'est que lorsque vous faites une mise en compte, alors c'est sous la forme d'un appel à projet ou d'un appel à manifestation d'intérêt, c'est que il est plus difficile d'établir que le loyer que vous allez pratiquer recèle une aide économique. Pourquoi? On verra tout à l'heure, le loyer que vous allez pratiquer à telle entreprise pour qu'elle vienne s'installer sur ce territoire doit être aux conditions du marché, sauf à bénéficier d'un régime d'aide, mini-ministre ou autre, pour le justifier. Mais si effectivement les entreprises répondent à une procédure de mise en concurrence et vous proposent et vous attribuez finalement au mieux-disant, au moins-disant, au mieux-disant dans ce cas-là, qui vous propose, j'en sais rien, 10 000 ou 30 000, peu importe, euros par an, ben, vous avez le prix du marché, puisque vous allez consulter le marché. Et donc, si c'est le prix du marché, il n'y a pas d'aide économique en tant que tel. Donc, ça peut être, de ce point de vue-là, ça peut être effectivement intéressant. D'où effectivement ma dernière remarque. Pour mon opération, sur laquelle je viendrai de cœur d'estuaire, la collectivité, mais c'était un bail à construction finalement d'aménageur, puisque je consentais un bail à construction 23 hectares sur un secteur 53 sur l'autre. Évidemment, là, c'était finalement une consultation promoteur. Et c'est un bail à construction donné à un promoteur. Et là, évidemment, la collectivité avait organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence pour octroyer ces deux baux à construction. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, et ça rejoint le ZAN, où aujourd'hui, les collectivités, sur les grosses opérations d'aménagement qui sont de plus en plus petites, elles ont pu effectivement le traité de concession classique d'aménagement avec ou sans acte, où là, on a quand même pour le traité de concession, vous avez une procédure soit marché, soit concession prévue par le code de l'urbanisme. Mais sur des opérations un peu foncières d'envergure, on voit quand même les collectivités développer des appels à projets ou des AMI de taille plus ou moins importante. Vous avez eu par exemple à Angers, pour ceux qui nous entendent, il y avait eu l'appel à projet de Béchu sur l'Imagine Angers, etc., où on avait fait effectivement des procédures de consultation. Mais là, on est plutôt sur des opérations micro, en quelque sorte. On est là essentiellement pour parler de ça ce matin, sur des échelons territoriaux plus petits. Bon, sauf si effectivement vous sentez qu'il y a de l'appétence pour ce terrain-là, peut-être l'organisation d'une mini-consultation appel à projet peut se justifier, mais lorsque vous avez eu un échange historique avec une entreprise qui est déjà sur le territoire, qui a un besoin d'un nouveau foncier pour se relocaliser, etc., bon, on peut effectivement considérer que l'absence de mise en concurrence ne s'impose pas. Je vais revenir après là-dessus, je vous en prie. Comment on peut déterminer le loyer en l'absence de mise en concurrence et en l'absence de référence sur un territoire donné? On va voir ce point tout à l'heure. Bon, d'abord, il y a la direction de l'immobilier de l'État
service des domaines, puisque la consultation de la direction de l'immobilier d'État est obligatoire pour octroyer un bail à construction. Mais qui se base sur des références. Pardon? Mais qui se base sur des références. Ils se basent, ils font par méthode de comparaison, revenu locatif. Je vais y revenir tout à l'heure, si vous voulez bien. Alors, attention. Ce que je viens de dire, c'était des baux à construction, je dirais, sans une immixtion forte de la collectivité dans le projet. Par contre, si effectivement, vous pouvez avoir des baux à construction où le loyer va être payé en nature. Je vous explique. La collectivité consent à un promoteur un bail à construction. Il va édifier plusieurs immeubles, et puis j'ai besoin d'un atelier technique. Moi, bailleur. OK? Donc, le loyer, il ne va pas être payé en numéraire, il va être payé par la remise d'un ouvrage. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, il y aura remise des ouvrages de construction au terme du bail. Parce que le bailleur va devenir propriétaire par voie d'accession. Mais là, je suis un peu dans l'hypothèse différente. C'est-à-dire, vous faites un bail à construction, tiens, ben, vous me construisez un immeuble pépinière ou un hôtel d'entreprise, okay, et puis moi, vous allez effectivement me remettre en nature, à titre de loyer, la pleine propriété du rez-de-chaussée où je vais installer une médiathèque, je ne sais quoi, etc. Là, vous avez un sujet. Une dation en paiement. C'est une dation en paiement. En paiement, c'est une dation en paiement d'un loyer. Donc là, vous pouvez avoir un sujet que vous rencontrez. Bon, le cas est peut-être pas forcément très courant, mais il pourrait se poser. Ça pourrait être qualifié en contrat de la commande publique. C'est les mêmes débats qu'on a sur les ventes en état futur d'achat. Bon. Si ensuite, et là, dit contrat de la commande publique, vous êtes obligé de faire un appel d'offres. Dans les conditions prévues par le Code de la commande publique. Si, effectivement, qui plus est, vous souhaitez imposer des prescriptions architecturales, fonctionnelles, très fortes, des labels de performance énergétique, des trucs, etc. Si c'est très spécifique, je vous ai donné effectivement 2 exemples jurisprudentiels assez récents qui vous montrent que si on bascule, on peut être dans la commande publique. Ce n'était pas le cas dans ces 2 cas. Et effectivement, on peut prendre le 2e arrêt, c'est de la Cour d'appel judiciaire d'Aix, qui vous dit que, en définitive, la commune demanderait à la requalification d'un contrat qu'elle avait elle-même confié. Alors, c'est classique, la collectivité qui consent une vente ou un bail et souhaite le casser. Elle souhaite le casser en me disant, ah ben, je suis désolé, mais j'aurais dû organiser une procédure de mise en concurrence. Aujourd'hui, je veux dire, c'est une démoliture. Je me prévalue de ma propre turpitude, en quelque sorte. Alors, le juge administratif, quand même, a réanimé le principe de loyauté dans la relation contractuelle. Et c'est pour ça, c'est la petite phrase demanderesse d'un contrat qu'elle a elle-même pensé. Ne démontre pas que l'objet principal de l'opération ne serait pas simplement la vente. Alors, on peut le faire avec un bail à construction d'un foncier appartenant à la commune, mais qu'elle consisterait à confier à l'opérateur privé la réalisation de travaux qui répondraient à un besoin d'intérêt général préalablement défini par la commune et répondant à ses besoins, ainsi que la construction et la livraison d'un futur équipement public. Hein. Donc là, effectivement, si j'achète une petite partie du bail à construction, de l'immeuble du bail à construction, et que celui-ci est réalisé selon des normes techniques assez générales, etc., je pourrais y échapper. Moi, je vous dis, effectivement, c'est la dernière phrase qui compte, c'est de l'anticipation. J'exclus pas que, à court ou moyen terme,
le juge administratif ou le législateur, parce que ça a failli être mis dans une loi SAPA 3. Je pensais que c'était déjà dans la loi SAPA 2, en fait. Ouais, mais voilà, c'était dans l'ordonnance. Mais non, alors non, dans la loi d'habilitation à prendre une ordonnance. Mais ils ne l'ont jamais prise. Et donc aujourd'hui, et le Conseil d'État l'a confirmé dans les deux décisions que la décision, l'histoire de Biarritz, là, clairement dit et redit. Donc, mais sachez qu'à terme, à un moment donné, vous développeurs, il va falloir que vous anticipiez cette évolution un petit peu. Alors, anticiper par rapport au jour où ça tombera. Mais je pense que ça tombera un jour. C'est-à-dire qu'on vient de vous dire que, au même titre que les dépendances du grand port maritime que je citais tout à l'heure, lorsque vous allez devoir louer ou céder des droits de construire ou du foncier, il y aura probablement un appel à projet ou un appel manifestation d'intérêt à faire. Alors, il y aura peut-être des seuils, si vous voulez, un petit peu comme les marchés publics. Mais là, c'est véritablement une question qui est très active. Une partie de la doctrine vous dit mais que le Conseil d'État se trompe. Moi, je dis c'est la maison mère, c'est elle qui a raison. Donc, je n'ai pas à dire si le Conseil d'État a tort ou a raison. Autrement, bon, c'est un peu prétentieux. Si vous voulez, en l'état, effectivement, absence de publicité de mise en concurrence, il peut y avoir un intérêt à le faire d'ores et déjà, pas pour des raisons de sécurisation juridique, mais alors étant précisé que sauf si c'est requalifié un marché public, il n'y a pas de risque pénal, alors sauf si je vends ou je loue à mon cousin, moi maire, mais il n'y a pas de risque pénal par rapport à ça, contrairement aux violations des règles de la commande publique. Donc, voilà. Donc, ça c'est. Alors, pourquoi la question deviendra aiguë, et j'en aurais terminé sur ce point, c'est en lien avec le ZAN. Rarification foncière. Tout ce qui est rare est recherché. Et donc, pour ne pas fausser la concurrence, tout ce qui est rare, et c'était le raisonnement de la Cour de justice de l'Union européenne, pour moi, impressa. Mais dans des zones tendues, je pense que la question, il est plus facile de dire aujourd'hui qu'une mise en concurrence s'impose qu'elle ne l'est pas. Alors, j'ai l'arrêt du Conseil d'État qui, pour l'instant, me protège très très bien et me va très bien. Parce que, bon, on va dire, l'hôtel Eugénie à Biarritz, c'est pas un Formule 1, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est frappé d'une grande rareté. Il y en a qu'en France. Et là, on l'a donné en bail emphytéotique, sans mise en concurrence, et le Conseil d'État a mis son tampon. Donc, on ne va pas faire le royaliste que le roi, si vous voulez. Donc, voilà. Ouais, mais c'est une question qui se pose. Pardon. Ouais, non, il y a les règles de l'achat public, mais en plus, si on doit faire construire quelque chose pour le compte de la collectivité, et encore plus pour exercer un service public, il me semble qu'on était lié aussi à la loi MOP et l'obligation de prendre un maître d'œuvre et compagnie. Et là, c'est une façon de détourner. Alors, là, j'en ai pour 2 heures. Bon, désolé. C'est effectivement, c'est toute la jurisprudence sur les lettres. C'est-à-dire, bien évidemment, je ne peux pas, moi, collectivité territoriale, dire ah ben attendez, j'ai entendu que les bois à construction, c'est sans mise en compte. Pardon. Oui. Vous connaissez. Je peux, évidemment, j'ai entendu dire que bail à construction, il n'y a pas de mise en concurrence. Je vais donner ça à Eiffage, je vais lui demander qu'il me construise ma mairie, et puis il va me la louer par derrière, en bail à construction. Là, on est dans le rouge très foncé. OK ? Donc, effectivement, ce que je présente ici, c'est pour installer, implanter un artisan, c'est pas pour implanter une mairie, ou une crèche, ou tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez, la question, c'est là où je l'ai peut-être les questions qui sont. Voilà, c'est effectivement où dans le bail à construction, il est prévu que soit le preneur du bail à construction me reloue un bout d'immeuble pour faire une pépinière d'entreprise, soit carrément me le cède après, me fait retour immédiat et pas en fin de bail. Là, il peut y avoir effectivement
et on va retrouver les mêmes questionnements, les mêmes approches que sur les ventes à l'intérieur futur d'achèvement. C'est la collectivité, Nantes Métropole en a fait, hein, cède des droits à construire, et puis ce qui est logique, en pied d'immeuble, on souhaite faire un service public, un équipement, une crèche, un bureau, une antenne de mairie ou quoi que ce soit. Et là, comme c'est une part minoritaire de l'immeuble, on admet qu'on n'est pas dans le détournement de règles, des règles propres à la maîtrise d'ouvrage public. Voilà. Je vais faire le lien avec deux questions là, qui, il y a 10 minutes, un quart d'heure. Qui sont plus la volonté de l'entreprise de capitaliser, elle peut le faire sur le droit au bail, mais plus on va s'approcher du terme du bail, et plus sa valeur va diminuer. Et puis en cas de consultation, sommes-nous limités concernant les critères retenus? Ok. Première question, c'est effectivement une approche patrimoniale. L'entreprise vaudra de moins en moins cher, du fait, alors sauf à renégocier un bail en Le bien immobilier. Le bien immobilier qui est dans l'entreprise titulaire du bail à construction, en quelque sorte. Quoi, hein, donc c'est un élément dans ses actifs, il y a le droit réel attaché au bail à construction. Hein, donc il y a une certaine valeur. Et puis effectivement, cette valeur diminue en fonction de l'exécution du bail. Plus de l'amortissement. Grosso modo, c'est pas tout à fait la même chose d'acheter une boîte qui lui reste 10 ans de bail à construction que 5 ans, quoi. Ouais. Hein, parce qu'on n'a pas de visibilité sur 5 ans. Alors, soit on peut effectivement le rompre et puis passer sur autre chose, sur un bail amphithéotique, par exemple, ou sur un bail commercial. Il faut voir également le trois systèmes avec les avantages et inconvénients, etc. Revalorisation du loyer, mais droit au renouvellement du commerçant, du preneur. Donc, effectivement, mais ça, on est dans la logique. Il ne faut pas oublier que la clé d'entrée de notre intervention ce matin, c'est moi, collectivité, comment je fais pour rester propriétaire du foncier, compte tenu des tensions foncières. C'est ça, hein, autrement, si on veut faire vendre et puis faire venir l'entreprise qui veut être propriétaire, c'est la cession, quelque part. Hein. C'est l'outil classique de commercialisation aujourd'hui. Alors, sur la consultation, alors pas du tout, surtout si vous faites des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt pour consentir un bail aux constructions ou une cession, évitez la logique des règles de la commande publique avec critères pondérés, sous-critères, etc., etc. Alors, il faut des critères, ça, évident, mais qui peuvent être non hiérarchisés et non pondérés, c'est-à-dire, excusez-moi, laisser une certaine subjectivité, même assez large, au bailleur public pour choisir son entreprise. Juste, avant de passer sur l'alerte, la question que j'abordais ce matin, elle est très transversale, si je peux me permettre, puisqu'elle vaut pour les baux, amphithéotiques, et alors, bail amphithéotique administratif, intérêt général, mais sans charge excessive, etc., c'est pareil, il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence. Hein. Le Grand Palais Biarritz, c'était un bail amphithéotique administratif, 1311-2 du CGCT. Donc, mais c'est une question très transversale parce que, bon, il n'y a pas d'aménageurs ce matin dans la salle, mais les aménageurs, lorsqu'ils cèdent, alors ils le font, hein, que je prenne ceux qu'on connaît, mais même, je pense que Vendée Expansion qui nous écoute, la Vendée, mais que prennent Loire-Atlantique, Nantes Métropole Aménagement, LOD, la Samoa, ou Loire-Atlantique Développement, ou vous ne faites pas trop d'aménagement, d'opérations d'aménagement, de cession de droit, solution INCO, mais il y a toujours des concours de promoteurs et organisés. Hein. Je me vois mal aujourd'hui, même si la jurisprudence me dit que les cessions ne sont pas soumises à concurrence, la Samoa, aménageur ville de Nantes, de donner sans mise en concurrence tel lot de l'île de Nantes à un promoteur choisi par elle-même. Donc, quoi, par elle-même, c'est toujours elle qui choisit, mais librement. En fait. Donc,
Et d'ailleurs, les derniers rapports Chambre régionale des comptes sur les aménageurs, métropolitains ou ailleurs, regardent désormais les conditions dans lesquelles sont consentis les droits de construire. Alors, c'était un point essentiel et je souhaitais le présenter hein, sur l'obligation des non-concurrents. Je dirais par anticipation. Parce que ça nous tombe. Ouais, ça fait 5-6 ans qu'on dit que c'est sûr. Donc, mais du coup, il vaut mieux anticiper. Voilà. Parce que, donc, il faut l'expliquer aussi. Enfin, simplement, par rapport au monde de l'entreprise, aussi leur expliquer pourquoi on va privilégier telle entreprise ou telle entreprise si on est en zone tendue. Alors, j'ai envie de vous dire, les positions peuvent être différentes d'un territoire à l'autre. C'est-à-dire, celui de la métropole va être quand même peut-être un peu différent de Pontchâteau. Donc, d'abord, voilà. Donc, alors d'abord, le public d'entreprise est tout à fait différent. Hein. Vous êtes plutôt sur du service dans les zones d'aménagement de la métropole qu'artisanal. Alors, sauf effectivement si vous allez vers Paris, etc. Il y a des escalades foncières qui sont destinées à ça. Mais voilà. Donc, il faut raisonner également peut-être territoire par territoire. Le bail, donc là, c'est pas une fourchette, c'est un râteau que vous avez. Hein. C'est entre 18 et 99 ans. Alors, que choisir? Que choisir? Alors, si je raisonne par analogie au Code général de la propriété des personnes publiques, on vous dit que la durée doit être fixée, et c'est assez logique, en fonction de l'importance des investissements mis à la charge du preneur. Grosso modo, peu ou prou, c'est la durée d'amortissement des investissements. Alors, quand vous dites c'est l'amortissement comptable, bon, ben, ça ne va pas chercher loin, hein, parce qu'au bout de 25 ans, votre bâtiment, il est amorti. Bon, c'est plutôt l'amortissement économique, quand même. C'est-à-dire, effectivement, c'est le temps d'utilisation de l'immeuble, en quelque sorte. Bon. Donc, plusieurs paramètres sont déterminés. Donc, la volonté de la collectivité, si elle souhaite effectivement avoir une rénovation de son foncier de façon régulière, de rebattre les cartes de façon récurrente, périodique. Bon, on va être peut-être sur des durées plus courtes. Importance de l'investissement, je l'ai dit. C'est pas tout à fait la même chose si je suis sur un bâtiment process industriel où je vais avoir beaucoup de entretiens de renouvellement, du changement de process industriel, etc. Volonté ou non de la collectivité de récupérer ce foncier et le bâti dès l'amortissement réalisé, et c'est un lien un peu avec le premier point. La bancabilité du projet, dette long terme, dette court terme, garantie quant à la pérennité de l'installation de l'entreprise sur le territoire. Tout ça pour vous dire que c'est une négociation économico-financière industrielle. Voilà. Donc, non mais, en pratique, on voit alors, j'aime pas parler de cet exemple, mais je vous ai dit que je venais ici sans connaître. Parce qu'il y a peu de baux à construction qui ont été très pratiqués. Et si je prends le palais de justice de Nantes, mais qui était un peu exceptionnel, et c'était les premiers baux, on est parti, j'ai regardé ça ce matin, 70 ans. Très élevé. Cœur d'Estuaire, on est parti sur 35 ans. Okay, mais il y a une option d'achat. C'est les deux villages que vous faisiez, référence. Oui, mais attention, parce que le preneur devenait propriétaire du foncier au bout de 35 ans, ce qui est un peu différent. Il y avait déjà une vente qui était consentie. Ben, la construction à l'envers, j'y reviendrai. Okay. Moi, je pense que la bonne épure, c'est... Alors, vous allez me dire que c'est un râteau, ça encore, mais c'est entre 25 et 40 ans. Voilà, 40 ans, on sort des logiques de régénérescence foncière, si vous voulez. C'est amortir et faire de la marge. Exactement. Hein. Donc... Et là, par contre, entre 25 et 40 ans, ben, ça va être effectivement... Ben, ce n'est pas tout à fait la même chose si je mets 1 million d'investissement que 20 millions, quoi. C'est quelque part. Quoi. Hein. Donc, voilà. Et puis, tout va dépendre, effectivement, lorsque
je dirais, le bail à construction est assorti d'une option d'achat, c'est-à-dire que cette option d'achat peut être levée à partir d'une certaine date, généralement c'est après 18 ans, jusqu'à 30 ans. Bon, ben, la durée n'est pas tout à fait la même, parce que si je mets une option d'achat, bon, ben, tu n'as qu'à me décider vite, quoi, quelque part. Hein. Mais l'option d'achat, ça acte du principe que la collectivité va se déposséder du bien. Potentiellement, si effectivement l'entreprise décide d'acheter. Okay, et là, on n'est pas tout à fait dans la même logique initiale. C'est de garder le foncier sur le long terme. Du coup, ça sert à quoi de faire un bail à construire s'il y a une option d'achat derrière? Alors, tout simplement, l'objectif c'est ce que j'allais dire, c'est plus qu'un montage en faveur de l'entreprise. Oui, c'est ça, c'est pas pour voilà, elle n'a pas les moyens financiers aujourd'hui. C'est l'accompagner financièrement, effectivement. Exactement, mais ce qui peut être un objectif également légitime. Hein. Il n'y a pas de sujet ou de tabou à voir par rapport à cela. Alors, il y a la problématique et la raréfaction foncière qui fait qu'aujourd'hui, l'intérêt général, l'équation entre l'intérêt général et celui de l'entreprise est moins évident, parce que dans l'intérêt général, au-delà du développement économique, va effectivement s'ajouter la problématique ZAN, sobriété foncière. Donc voilà. Donc il n'y a pas de règle très mathématique sur la durée. Oui. Ça veut dire qu'à l'échelle d'une opération, on peut mettre des durées différentes dans les bouts. On peut nous reprocher d'avoir une rupture d'égalité entre les acquéreurs. Ben, quand je vous disais que c'était de la négo économico-financière, juridico-économique, industrielle, il n'y a pas le principe d'égalité de traitement des usagers. Hein. Bon, effectivement, ça peut troubler au niveau, je dirais, trouble le jeu de la concurrence. Si pour le même projet, le même investissement, je mets 20 ans chez l'un et 30 ans chez l'autre. Et avec en plus des loyers différents. Et donc, effectivement, mais je suis pas dans la. J'ai pas une obligation de stricte égalité. Si vous voulez. Et puis, il ne faut pas se cacher, hein, vous n'aurez jamais deux projets identiques. Donc, il y a un projet, un contrat, quoi, en quelque sorte. Mais on est obligé de garder la même chose pour l'ensemble. Alors, les prix que vous pratiquez au mètre carré, oui, souvent, mais mais quand vous commercialisez, oui. Ok, je continue. C'est bon, Antoine? Tout va bien. Je vois. Ici, on continue? Merci. Alors, première question, obligation de mise en concurrence. Deuxième question, on l'a vu, c'était... Ah non, je continue. Sauf si vous êtes fatigué. non, ça va, je finis juste. Je regarde l'heure quand même. Ouais, ça va être bon. Donc, obligation d'édifier. N'oubliez pas, l'engagement principal est de réaliser les constructions. Alors, autrement, s'il n'y a pas un engagement de réaliser un équipement, il y a un risque de requalification, alors ce qui peut être dangereux. Qualifié en bail commercial. Parce que pourquoi c'est dangereux? C'est que lui, vous mettez sur votre contrat bail à construction, le juge, il s'en fiche. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué président sur la boîte de Camembert que c'est du président à l'intérieur. Hein. Donc, il va regarder clause par clause et voir si le bail qu'il doit examiner présente bien toutes les caractéristiques d'un bail à construction. Et s'il ne le fait pas, il va rechercher la bonne qualification. Et si effectivement, il n'y a pas d'obligation principale de construire, il va vous dire, ben non, votre truc là, vous avez donné un terrain ou des locaux pour faire une activité commerciale, donc votre truc, c'est un bail ordinaire commercial, si c'est un commerçant, ok, et donc le 369, indemnité d'éviction, si on met effectivement l'entreprise dehors. Hein. Donc, alors s'il n'y a pas d'activité commerciale, il va peut-être qualifier ça simplement en bail emphytéotique. Donc, attention, ça doit porter non pas sur des simples travaux de réhabilitation, autrement on fera un bail à réhabilitation, et non pas un bail à construction, qui répondent à notre régime, et ça doit porter sur la construction
de construction nouvelle. Alors, le mot construction étant d'ailleurs à interpréter strictement, a été jugé qu'on ne pouvait pas faire un bail à construction pour construire des éoliennes. Ça vous montre alors que c'est une construction en tant que telle. Hein? Et une zone de stockage? Oui, c'est bon, quoi. Si zone de stockage. Considère que c'est de la construction. Ah, aérienne ou Non, non. en ouvrage? En ouvrage. En ouvrage, c'est bon. Un parking, un bail à construction, j'y crois pas. C'est du modulaire, une zone de stockage, mais avec des modulaires. Les grandes tentes islandaises là, qui arrivent, là. J'ai pas vu ça. Vous avez pas vu ça? C'est quoi, des Tivoli, hein, mais- Un permis temporaire. Ah oui, ben oui, on cherche Permis besoin. temporaire Ouais, ouais. et il y a juste une plateforme au sol, c'est même pas bétonné. Ouais, mais, Et c'est un truc qui fait quand même 3000 mètres carrés. ouais, mais cette durée de vie doit être inférieure à 18 ans. Donc, quoi, consentir, quoi, c'est temporaire à Non, mais 18 c'est une ans. question qu'on s'est posée. Est-ce que ça peut rentrer dedans ou pas? Ben moi, je ferais un peu quoi. Le propos, c'est que quand j'ai un doute, j'ai quand même l'outil du bail emphytéotique. Parce que c'est pas parce que dans un bail emphytéotique, je peux prévoir un engagement de construire, si vous voulez. Je vais vous dire comment je le contrôle après d'ailleurs. Mais donc là, sur votre sujet, moi, le truc qui m'embête, c'est l'articulation entre un permis de construire pour temporaire, donc qui déroge à plein de règles d'urbanisme, et que mon bail, il est de 18 ans. Donc votre truc, il n'est pas si temporaire que ça, quoi. Là, en l'occurrence, on ne l'a pas fait, le propriétaire était privé. Alors, nous, on s'est posé la question pour un autre terrain. Mais c'est ça mon problème. 18 ans, c'est pas temporaire. Quoi, il y a un problème je dirais, de cohérence. C'est ça. Donc, on verra que la valeur des constructions a un impact sur le loyer, mais plus, c'est plus sa valeur et l'activité, hein, des constructions et l'activité qui va être dedans. On a quand même, parce que faut pas oublier que dans la plupart des cas, la collectivité va devenir propriétaire des constructions en fin de bail. Bon. Et souvent, on se dit, ah ben super, j'ai le propriétaire. Mais je ne voulais pas être propriétaire du tripode, moi, qui a été vendu finalement à 1 euro symbolique, si vous voulez, parce que le coût de démolition et des avantages était quand même beaucoup plus important que la valeur du foncier, quelque part, et des droits de construire qu'on pouvait générer derrière. Donc, si vous voulez, il faut que la collectivité, au-delà de mettre dans le bail, je vais construire un entrepôt de 2000 m², il faut peut-être aller un peu plus loin et avoir les caractéristiques architecturales, techniques, durabilité, les obligations de maintenance, etc., pour ne pas récupérer un bâti, je dirais, jetable au terme du bail. Okay, et même qui constituerait davantage une charge qu'un actif. Donc, plusieurs précautions à prendre dans vos baux à construction. D'abord, l'entreprise vient vous présenter un projet plutôt bien fait, avec une belle niveau esquisse, EPS, que je dirais peu importe, fait par un architecte. Bon, ok, je viens de faire en bail à construction, mais il faut être sûr que ce qui va être réalisé en application du bail à construction, c'est bien cela. Okay. Donc, il y a un premier élément de contrôle. Le bail à construction dit permis de construire, okay, dont on dit d'abord promesse de bail à construction. C'est-à-dire que dans le bail à construction, il va y avoir une condition suspensive liée à l'octroi du permis de construire, conformément au projet annexé à la promesse de bail à construction. Parce que je ne vais pas devenir locataire pendant 18 ans ou 30 ans, alors que le permis m'aura été refusé, si vous voulez. Donc j'en fais comme dans n'importe quelle vente, j'en mets, j'érige cela. Alors il y a souvent, il va y avoir conditions de financement, et naturellement autorisation d'urbanisme, qui elle-même peut exiger un remaniement du PLU en amont, donc tout ça peut être un peu long, mais généralement,
les conditions suspensives, elles sont souscrites d'autorisation d'urbanisme, elles sont souscrites uniquement au bénéfice de l'acquéreur. C'est-à-dire, si l'acquéreur, en l'occurrence le preneur du bail à construction, n'a pas son autorisation d'urbanisme, il peut décider de dire « je ne l'ai pas, mais je redéposerai un permis et je renonce à la condition suspensive ». Bon, alors, ce que je suggère, c'est que la condition suspensive elle soit souscrite au bénéfice tant du preneur que du bailleur. Pourquoi? Parce que si le preneur, l'entreprise, dépose un projet dégradé par rapport à ce qui avait été annexé au bail, ou présenté à l'EPCI, c'est plus 3000 m², mais c'est 1000 m². Okay? Alors, j'avais fait un loyer, bâti mon projet sur 3000 m². Il y a un retour d'un immeuble de 3000 m² en termes du bail. Là-dessus, la collectivité, s'il y a la condition suspensive qui est souscrite à son bénéfice, elle pourra dire mais votre condition suspensive elle n'est pas levée parce que le permis que vous avez obtenu est différent par rapport au projet qui est annexé. Donc là, vous avez effectivement la possibilité de verrouiller ce qui sera autorisé. Parce que le PCI ou le maire de la commune, qui est bailleur public, ne pourra pas refuser le permis au motif qu'il est différent. Avec sa casquette de police d'urbanisme, police administrative, il ne pourra pas refuser le permis au motif que ce n'est pas celui qui est prévu au bail. À partir du moment où la construction est conforme au PLU, aux règles d'urbanisme, indépendamment de ce qu'il y a dans le bail, il doit l'autoriser. Et donc, les dispositions du bail ne sont pas du tout opposables au service instructeur des autorisations d'urbanisme. D'où cette première précaution. Bien évidemment, il faut que, alors, il y a bail à construction va mettre que le preneur garantit l'achèvement des ouvrages patati patata, et on va faire participer le bailleur, le PCI, aux opérations de réception, pour s'assurer qu'effectivement la construction est bien conforme à celle prévue par le bail. On prévoit qu'effectivement, mais je dirais on retrouve les mêmes conditions dans un bail commercial, que tous travaux, alors significatifs, extension, démolition, décloisonnement, etc., fassent l'objet d'un accord préalable et express du bailleur. Et puis, si effectivement la collectivité constate que, pour des raisons non imputables à l'entreprise, ou à un tiers, pardon, mais imputable à l'entreprise, le projet sortant, ben, c'est bon de dire qu'il y a résolution du bail, pour, je dirais, pouvoir remobiliser le foncier sur un autre projet. Hein? Parce que si vous avez, parce que les loyers peuvent être effectivement, alors en plus les loyers sont calculés par rapport, je vais revenir tout à l'heure, souvent par rapport aux revenus générés par la construction. C'est-à-dire le preneur, lui, souvent, alors soit il exerce son activité lui-même dans le bail à construction, soit dans le locaux objets du bail à construction, soit il va louer l'immeuble à un tiers. Alors ça peut être d'ailleurs le même. Il y a la SCI de l'entreprise et puis il y a la société d'exploitation. Hein. Et donc, comme les loyers du bail à construction vont être souvent calés sur, je dirais, les revenus locatifs, du preneur au bail à construction, si le programme sort pas, vous êtes pénalisé, en quelque sorte. Hein. Donc, effectivement, bien prévoir qu'en cas de non-réalisation du programme, le bail tombe pour que vous puissiez récupérer le foncier, pour ne pas geler ad vitam aeternam une emprise foncière qui peuvent intéresser d'autres opérateurs. Il y a un délai, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors après, vous avez ce qu'on appelle les causes légitimes de retard. Bon, intempéries, grève, épidémie, Covid,
force majeure, guerre, émeute, difficulté d'approvisionnement des matériaux, quoi, tout ce que nous avions créé le Covid. Non, parce que c'est des trucs qu'on ne connaissait pas. J'ai été obligé de ressortir mes premiers bouquins de droit lorsque le Covid est tombé. Parce que force majeure, vous ne voyez pas, imprévision, vous savez pas ce que c'était. L'inflation, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas connu. Donc tout ça, ça nous a obligés à repenser un petit peu tous les équilibres contractuels. Ça, c'est une clause qu'il faut systématiquement mettre. C'est pas dans le bail à construire, c'est pas non, c'est pas fait, en fait, parce que c'est ce que vous évoquiez entre les deux exactement, différences, parce qu'il faut forcément une construction ou une réhabilitation. Oui. Donc forcément, oui, mais il faut bien cadrer l'obligation. C'est à un moment donné, si vous ne livrez pas au 1er janvier 2026. D'accord, c'est là qu'il faut mettre une date. En fait. Voilà, exactement. Hein, et parce que c'est une résiliation, je dirais, unilatérale. Vous n'êtes pas obligé de aller dans le juge. Parce que si vous devez aller dans le juge en faisant, écoutez, ouais, maintenant ça fait trop longtemps, le délai n'est pas calé, pour caractériser ou pas le manquement à une obligation essentielle, ça va prendre beaucoup plus de temps. Hop. Oui, si vous voulez. Ouais, quand vous le sentez. Ah, vous me laissez, attendez, Ouais, vous me laissez juste cette slide. Non, mais bien sûr. Dans obligation de réparation, alors, tout, vous savez, souvent on dit article 606, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est les travaux du propriétaire. Ok. Là, ce qu'on appelle, c'est un loyer triple net. Net de charges fiscales, net de charges de locataire, net de charges de propriétaire. C'est-à-dire que le titulaire du bail à construction prend toutes les charges. Alors, ce n'est pas d'ordre public, souvent. Alors, c'est encore un truc singulier, et je suis obligé d'aller chercher des trucs singuliers parce que c'est rare le bois de construction. Le parc du Futuroscope, vous allez dire, putain, c'est en bail, profitotique, pas construction. Mais il est prévu pour les entretiens que, donc c'est une filiale de quoi c'est la SL Futuroscope qui est détenue par la compagnie ZAP, une filiale de la Caisse des dépôts, quoi, peu importe. Il est prévu que le département qui est bailleur prend en charge les travaux de 606 pour les ouvrages existants, qui étaient réalisés par lui. Et par contre, pour tout ce qui est nouveau, c'est la SL du futur. Hein, en règle générale, on balarde tout. Hein, on passe tout au preneur. Hein, en règle générale. Respect des destinations des ouvrages. Donc, ça, obligation toujours du preneur. Soyez très vigilants, effectivement, qu'il y ait une destination dans le bail à construction. Hein, c'est là où vous allez. C'est le seul point où vous pouvez avoir du contrôle. Le droit de cession dont dispose le preneur ne dénature pas le projet que vous avez envisagé, si vous voulez. Hein, un atelier de peinture ou une entreprise de peinture ne se transforme pas en entrepôt logistique, sans personnel dedans. Hein, que je ne passe pas de 30 à un truc où il n'y a aucun salarié dedans. Hein. Donc, bien préciser la destination. Et après, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en changer. Ça veut dire simplement que si on doit en changer, on doit avoir l'accord du bailleur public. Voilà. Je reviens juste sur la question d'une des participants sur les critères. Elle a bien compris votre réponse, est précise. Dans quelle mesure pouvons-nous poser les critères sans tomber dans la commande publique? Ah mais c'est deux choses différentes. Vous pouvez, dans un AMI, prévoir une grille de critères qui est même beaucoup plus pointue que celle de la commande publique. Faire critère, sous-critère, sous-critère et sous-critère. Simplement, ce n'est pas parce que vous mettez les critères que vous allez être dans la commande publique. Moi, la seule chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand vous avez de la liberté, il faut l'utiliser. C'est-à-dire que dans un appel à projet, alors après, il ne faut pas le faire au doigt mouillé. Parmi les critères, il y aura forcément la question financière, le montant du loyer, il y aura la qualité du programme de construction, okay, le montant de l'investissement, ça peut être le nombre de TP,
Hein? Donc, ça peut être le volet naturellement développement durable, performance, label performance énergétique, etc., etc. Mais je veux simplement un truc qui respire, qui ne soit pas simplement enfermé dans des chiffres et dans des conditions de pondération. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais. Oui. Merci à vous. Sur la destination, on parle de destination d'urbanisme ou on est... Ah, non. C'est atelier d'entreprise à destination des... quoi, je dis n'importe quoi. Pour atelier d'entreprise, est-ce que... non, de peinture, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Atelier de peinture, quoi, activité d'artisanat de peinture, quoi. Ah, mais ça peut être, c'est pas simplement les destinations, services, commerce, les 6 destinations qu'on connaît dans le code de l'urbanisme. Il faut être beaucoup plus précis. On est plutôt dans la sous-sous-sous. Oui, à la limite, ça va bloquer la session. On le définit nous-mêmes. Oui, c'est liberté contractuelle. N'oubliez pas, la première chose que j'ai dit, que je redirai à la fin, liberté. Une page et demie, hein. Je vous l'ai montré.